Passion MLB, le podcast épisode numéro 11. Merci d'être à l'écoute pour ceux qui nous écoutent sur une base hebdomadaire. Merci à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Très content encore une fois de vous retrouver, Charles-Alexis Brisebois, avec le collègue Sébastien Berroir pour jaser de ce qui s'est passé avec vous dans la dernière semaine d'actualité du baseball majeur. Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même, Charles. Ça va très bien. Content d'être là, content de voir qu'Alexandra est fidèle au rendez-vous à nous écouter. Salut à toi aussi, Allô, Alex, là, qui était Alex? là la semaine dernière, là, pour ceux qui veulent réécouter l'épisode. On vous rappelle, là, bon, pour ceux qui sont live avec nous jeudi à 20h sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, que vous pouvez nous poser vos questions. Et pour les autres qui nous écouteront là, sur les plateformes de podcast, on vous invite à nous écouter en live les prochaines fois là, si vous avez des questions à nous poser, à se lancer dans l'actualité du baseball majeur. Actualité qui est bien en marche, Sébastien. Là, on n'est plus nécessairement dans le hype du début de saison. On dirait que la machine est partie, puis on est à l'époque à l'époque, au moment dans la saison où on peut commencer à tirer certaines conclusions. Là. On n'est pas à 2 matchs du début de la saison, puis dire, hey, tu sais quoi, c'est un joueur de banc des Reds qui a la meilleure moyenne parce qu'il frappe pour 750 parce qu'il y a eu 3 coups sûrs sur 4. Les échantillons commencent à être un petit peu plus significatifs sans être les plus imposants du monde, mais on commence à établir des tendances dans le baseball. Ouais, c'est en plein ça. Il est encore tôt dans la saison. Il y a encore bien des choses qui peuvent se passer. Il reste encore beaucoup de baseball à jouer. Mais quand même, il y a des tendances qui se dessinent du bon côté, du mauvais côté. On a des joueurs qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, des équipes qui vont bien, d'autres qui vont moins bien aussi. Mais là, on commence à séparer tranquillement les hommes des enfants. Plus ça va aller, plus ça va être le cas, là, mais on est encore tôt, mais déjà, là, on sent que ça devient de plus en plus important tranquillement, pas vite dans la saison. On parle d'établir des tendances d'équipes qui vont bien, d'équipes qui vont moins bien. Il y en a une qui va pas super bien depuis un petit moment déjà. Ce sont les Blue Jays de Toronto. Donc, allons-y, Sébastien, pour notre bloc sur l'actualité des Blue Jays cette semaine. Okay, Blue Jays, let's play ball. Chez les Blue Jays de Toronto, euh, comment on commencerait bien ça? Ça va mal. Dans la dernière semaine, là, plusieurs défaites à haut pointage aussi, là, des 8 points, des 9 points, des 10 points accordés. Il y a rien qui tient présentement. Un des cas, je pense, qui est probablement le plus étonnant, Sébastien, puis tu me diras ce que tu en penses, mais c'est Beau Bichette. Beau Bichette qui avait vraiment progressé depuis le début de sa carrière. On dirait que ça allait toujours vers le haut, progressait en 2021-2022. C'est lui qui avait eu le plus de coups sûrs dans la Ligue américaine. Il était bien parti en 2023 avant de se blesser. D'ailleurs, à partir du moment où il s'est blessé, il est revenu, il n'était pas lui-même. Il est là en 2024. Il y a un début de saison qui est très, très, très difficile. Est-ce que tu penses que c'est lié à cette blessure-là? Est-ce qu'il est démoralisé? C'est quoi ta théorie par rapport à Beau Bichette ou juste tu es comme John Schneider puis tu le sais pas trop? Ben, j'ai l'impression que c'est pas une chose en particulier, c'est un ensemble de choses. Mhm. Oui, sa blessure, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, ça casse le rythme. Ce qui est à 100%, on le saura probablement jamais. Puis, il y a certains petits facteurs. Plus ça va, plus je me dis que le fait qu'il ait frappé au troisième rang de l'alignement depuis le début de la saison, là, c'est pas le cas, mais pour la grande majorité de la campagne. Peut-être que ça a eu un impact. Ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables de s'adapter à un changement de la sorte. On le dit souvent, les joueurs de baseball, c'est des joueurs d'habitude, puis on change une petite chose, puis ça peut changer l'approche au bâton. Un Beau Bichette qui était habitué de se rendre sur les buts, de frapper la balle au champ posé. Là, il frappe au troisième rang, puis il voit ses deux coéquipiers avant lui dans l'alignement ne pas se rendre sur les sentiers. Donc là, il prend la responsabilité d'essayer de mettre la balle de l'autre côté de la clôture, puis ce n'est pas un joueur qui est fait pour ce genre de situation-là. Donc, ça peut changer un petit peu son approche. C'est un ensemble de facteurs qui fait que ça ne fonctionne pas. Là, on essaye d'autres choses en le descendant dans l'alignement qui frappeur. On va voir si ça fonctionne. Peut-être que ça va lui enlever un petit peu de pression. Puis là, il va pouvoir redevenir le Beau Bichette qu'on a connu. On a Vincent ici qui nous dit on fait le ménage, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est un peu trop tôt pour toi ou est-ce que tu penses que justement c'est peut-être l'inévitable conclusion à laquelle arriveront Ross Atkins et Mark Shapiro rendus à la fin du mois de juillet? Ben,
tôt ou tard, pour moi, ça va finir par arriver, à moins d'un revirement majeur de situation que les Blue Jays se mettent à gagner des matchs, des séries, qu'on remonte la pente dans la division Ouest de la Ligue américaine. Mais là, c'est pas ça qui est en train de se dessiner. J'avais l'impression que si les Blue Jays perdaient le dernier match de la série contre les Phillies, avec la journée de congé qui suivait aujourd'hui, jeudi, que probablement le ménage allait s'amorcer à ce moment-là. Mais probablement que John Schneider s'est acheté du temps en gagnant cette rencontre-là. Mais si le vent ne change pas de côté, ça va être inévitable. Peut-être la prochaine journée de congé, si ça ne se replace pas, mais c'est John Schneider qui va sauter. Mais il ne doit pas être le seul à sauter parce que ce n'est pas le seul responsable des déboires des Blue Jays. C'est justement ce que nous clarifie Vincent en nous mentionnant que le ménage, c'est-à-dire en haut le coach, le DG, etc. Tu sais, parce que la question ultimement, puis tu sais, je pense qu'il est encore. Tu sais, la direction doit songer évidemment à vendre dans les prochains mois. Je pense qu'il est tôt pour tirer des conclusions à ce niveau-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est si jamais on veut y aller d'un ménage, est-ce qu'on veut que ce soit Mark Shapiro et Ross Atkins qui gèrent ce ménage-là ou au contraire, comme le souligne Patrick Boivin, est-ce que un gars comme Atkins ne doit pas partir avant Schneider, justement, peut-être dans l'optique de partir sur des nouvelles bases si on décide d'échanger des gars? Ouais, ben, est-ce qu'on va se laisser la chance? Je pense aux Phillies de Philadelphie il y a quelques saisons qui avaient connu un début de saison absolument atroce. Et là, on avait changé de gérant. On avait amené Rob Thompson. Puis là, le vent avait changé complètement de côté. On s'était rendu très loin. Donc, est-ce qu'on va essayer ce même genre de stratégie? On a encore la chance de revenir dans la course. On n'est pas si loin. Est-ce qu'on va prendre cette chance-là de commencer par changer le gérant, puis là, prendre une chance d'essayer de participer aux séries éliminatoires? Et si ça ne fonctionne pas, on va faire le grand ménage par la suite. C'est peut-être cette avenue-là qui va être empruntée. Par contre, si on n'a plus aucune chance de participer aux séries, mais là, peut-être que le grand ménage va s'amorcer beaucoup plus tôt, autant chez les joueurs qu'au deuxième étage. Je lisais avant d'enregistrer le podcast, Sébastien, un article de John Heyman qui parlait de 12 joueurs vedettes établis dans le baseball majeur là, qui pourraient potentiellement changer d'adresse. Sur ces 12 joueurs, il y avait quand même 3 joueurs des Blue Jays. Yusei Kikuchi, qui sera agent libre à la fin de la saison, était son choix numéro 12 sur 12, si je ne me trompe pas. Ce qui est une option logique là, si les Blue Jays sont plus dans la course à un certain point. Et les deux autres noms qu'il y avait, c'était Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr. J'ai remarqué en lisant son texte, puis je veux ton avis là-dessus, en parlant de Bo Bichette, qui n'a pas une bonne saison, qui est à 1 an et demi de l'autonomie, il a dit, ben écoute, il est peut-être trop tôt pour commencer à penser à ça. Et en parlant de Guerrero Junior, qui n'a pas une bonne saison, qui est à 1 an et demi de l'autonomie aussi, donc exactement la même condition sur papier, il dit, ben écoute, à un moment donné, on va se demander quand est-ce que, où les changements auront lieu. Donc, j'ai trouvé que c'était un changement de ton qui était différent pour deux gars qui, théoriquement, sont dans la même case. Là. Tu sais, c'est les deux visages de cette attaque-là. S'ils signent des prolongations de contrat à long terme, peuvent être à Toronto pour un bout. Visiblement, on sent que ça ne se fera pas dans les prochaines semaines, les prochains mois, on s'entend là-dessus. Là, mais théoriquement, c'est deux gars qui sont assez semblables et ils n'ont pas l'air d'avoir le même traitement. John Heyman, qui ne doit pas nécessairement parler pour rien dire, ça y arrive des fois en parlant d'Arson Judge, là, tu me le diras probablement, mais c'est un gars qui parle avec ses connexions à travers le baseball majeur. Donc, penses-tu que ça reflète peut-être un certain aspect de ouais, on commence à être tanné de Guerrero aussi? Ben, s'il affirme ça de la sorte, peut-être que ça cache quelque chose, peut-être qu'il sait quelque chose que nous, on ne sait pas. C'est très possible parce que pour moi, si on fait le ménage, bien, les deux partent, et Bichette et Guerrero, si bien sûr on a les offres qui sont correspondantes à la valeur des joueurs. Mais tu sais, on ne va pas en échanger un pour en garder un autre l'an prochain en sachant très bien qu'on n'a aucune chance de se rendre loin. Ça ne fait pas de sens. Aussi bien profiter au maximum de la valeur des deux joueurs pour aller chercher le gros pactole. Donc, peut-être que John Heyman sait des choses qui ne sont pas connues du grand public. Puis, tu sais, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de Vladimir Guerrero, de tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, bien, ça fait un petit peu de sens à ce niveau-là parce que, tu sais, est-ce que Guerrero donne toujours le plein effort? Est-ce qu'il s'ajuste? Pas vraiment. Donc, peut-être qu'on est prêt à passer à autre chose. Un joueur pour qui ce sera impossible de passer à d'autres choses avec le contrat actuel qu'il y a, c'est George Springer. Springer qui est à la 4e année d'un contrat de 6 ans. Il gagne environ en moyenne 25 millions de dollars par année. Il n'y a personne qui va aller le chercher. Puis je ne vois pas à ce point-ci les Blue Jays retenir du salaire pour amoindrir le retour contre un George Springer. Sa meilleure valeur pour le meilleur et pour le pire est probablement présentement à Toronto.
Mais ça ne veut pas dire que sa meilleure valeur ne pourrait pas être ailleurs qu'au premier rang des frappeurs. Tu sais. On a bougé un petit peu Guerrero Junior, on ne l'a pas baissé beaucoup, mais on l'a bougé. On a bougé drastiquement Beau Bichette en le faisant frapper 5 et 6 dans les derniers jours. On a monté Dalton Varsho, on a monté un peu Justin Turner. Donc, les gros joueurs de cet alignement-là ont bougé, mais le premier frappeur est demeuré le même s'il est incapable de se rendre sur les sentiers ou de placer la balle en lieu sûr. Je vais te poser une question, Sébastien, mais je vais t'avouer, je connais déjà la réponse. Là. Est-ce qu'il est temps de changer de premier frappeur à Toronto? Mais moi, je vais te poser une autre question en retour. Qu'est-ce que Ah oui? George Springer a de plus que Beau Bichette présentement? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est un vétéran. Oui, hein, on voit son impact dans l'abri et sur le terrain, ça ne change absolument rien. Si tu Exact. descends Beau Bichette dans ce rôle offensif-là, il faut que tu descendes également George Springer parce que là, il n'amène rien dans le haut de l'alignement. Puis la semaine dernière, on s'en parlait, tu amené quelques noms qu'on pourrait monter dans cet alignement-là. Puis je n'étais pas trop sûr, mais j'y ai réfléchi par la suite. Puis présentement, là, que tu aies un George Springer qui ne se rend pas sur les sentiers, ça ne t'apporte absolument rien, tandis qu'un Dalton Varsho pourrait remplir ce rôle-là. Il frappe très bien, a quand même une certaine vitesse, capable de voler des buts, Ouais, capable de ouais. bien courir sur les sentiers. Donc, tu pourrais avoir un bon frappeur qui donne le ton à cet alignement de frappeurs-là. Puis tu peux monter d'autres joueurs également, même au deuxième rang, parce que, tu sais, pour moi, Vladimir doit rester au troisième rang de cet alignement-là. Tu peux monter un Ouais. Danny Jensen qui frappe bien, qui ne joue pas assez, mais qui frappe bien, qui lui aussi peut se rendre sur les buts, peut frapper des doubles. Donc, on doit brasser les cartes. On a commencé à le faire, mais on dirait qu'on est en train de le faire juste à moitié. Là. Fait qu'on fait les choses à moitié. On dirait qu'on ne veut pas se commettre complètement. On a quelques commentaires, Sébastien, là, plusieurs en lien avec les Blue Jays. On a aussi une question sur les Cardinals d'Olivier là, que je vais garder pour la période de questions à la fin du podcast. Mon père, qui est présent cette semaine et qui nous parle de toute sa sagesse en nous disant vaut mieux remplacer le gérant trop tôt que trop tard. La saison est encore jeune. Tu sais, tantôt, Sébastien a parlé là, de l'exemple de Rob Thompson là, qui est venu injecter un petit peu de vie justement aux Phillies de 2022 qui se sont rendus jusqu'en série mondiale contre Houston. Donc, c'est vrai que d'effectuer ce changement-là, ça pourrait justement donner une nouvelle vie à l'alignement des Blue Jays. Denis Labrie qui nous mentionne qu'ils ont sacré dehors le coach des Maple Leafs, pourquoi pas le gérant des Blue Jays tant qu'à y être. Ça aurait pu être une belle petite conférence de presse conjointe là, avec Ça a Sheldon passé Keefe, proche, avec hein? John Schneider. Je pense que la conférence de presse des livres, c'est demain, là, vendredi, mais quand même, on aurait pu faire ça conjointement entre les deux stades, là, à l'extérieur, au beau soleil, ça aurait pu faire quelque chose de Ouais. bon. Ah, ça aurait été. Je pense qu'il y a bien des partisans de Toronto en général qui auraient dit bon, ben, écoute, tant qu'à y être. Chez les Blue Jays de Toronto, toujours, on a assisté au grand retour d'Alek Manoah, qui a été bon, Sébastien, pendant 2 Je suis manches, en train de 3 manches. m'étouffer, là. Je suis en train de m'étouffer. Oui, non, il n'y Laisse-moi a prendre aucun mes esprits. problème. Le grand Non, retour, hein? non, mais pendant 2 manches, il a été bon. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que tu ramènes Alek Manoah en provenance des mineurs alors que ça fait 2 ans qu'il est pas bon, on va se le Mhm, dire, et puis qu'il y a mhm. eu un seul bon départ dernièrement, juste pour qu'il Ouais, te donne 2 manches? Tant qu'à ça, aussi bien y aller mais avec non. un comité de releveur, un bullpen day, Mhm, puis ton problème est ouais, réglé, puis tu laisses Manoah dans les mineurs. Il me semble que c'était la chose évidente, puis on se l'était dit aussi la semaine dernière. ouais. C'était évident qu'Alek Manoah ne devait pas revenir à Toronto au moins avant un mois. Puis la première chose qu'on a appris, c'est qu'il était de retour. Tu sais, moi, ce que je reproche à cette décision-là, peu importe elle a été prise par qui, probablement la direction, là, on s'entend, mais c'est le fait que aujourd'hui on enregistre, là, on est le 9 mai, les Blue Jays ne jouent pas. Ils ont eu un congé lundi, ils ont eu un congé jeudi passé aussi. Donc, il n'y avait pas besoin d'un 5e partant jusqu'au 14 mai. Tu aurais pu décider de réactiver Alek Manoah parce que son temps dans le processus de réhabilitation venait à échéance et l'envoyer carrément avec les Bisons de Buffalo, lui donner 2 autres départs avant d'avoir besoin de faire appel à lui. Et là, tu décides, tu sais, c'est peut-être pas le mois dont tu parlais, mais au moins, tu as un échantillon un petit peu plus concret. Puis s'il y a 3 bonnes performances dessus, tu dis, ben écoute, on a peut-être quelque chose.
Là, tu en avais une après 4 qui ont été plus difficiles. Donc, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là que, en plus du fait qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement parce qu'il a été blessé, c'est mortel pour un bon lanceur. Fait qu'imagine avec un lanceur comme Manoah, dont la confiance doit être à 0 présentement, puis c'est un gars qui carbure à son niveau de confiance. Moi, c'est ça que je reproche, c'est qu'on avait le temps de prendre le temps à Toronto et on ne l'a pas fait. Où était l'urgence? Je ne comprends Mhm. pas pourquoi on a appuyé sur le bouton panique aussi rapidement. Comme tu l'as dit, il aurait pu prendre 2 autres départs. Tu sais, pour moi, même 2 autres départs, c'est pas suffisant. Mais si dans Mhm. ces 2 départs-là, il était aussi solide que le premier, ben là, tu as un échantillon de 3 départs qui sont Ouais. solides. Tu te dis, il est sur une bonne séquence, on en a besoin, on va le monter. Mais là, c'était pas le cas. C'était seulement un petit échantillon d'un seul bon départ. Puis là, on l'amène dans la jungle, dans une situation qui est difficile, un club qui ne va pas bien. Puis en plus, on le laisse peut-être un petit peu trop longtemps sur la butte, ce qui fait qu'il a donné les points et la longue balle qu'il a accordé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il peut se remettre de ce départ-là. Puis, tu sais, cette décision-là, là, de A à Z, de la minute où est-ce qu'on l'a pris, on savait que ça allait pas bien se passer, puis c'est ça qui est arrivé. Mais la bonne nouvelle, Sébastien, c'est que maintenant, les Blue Jays ont de la profondeur. Aaron Sanchez est de retour en ville, Monsieur Ampoule. Ce gars-là, sa maison doit être éclairée, là. Il y a des ampoules Oui, partout, oui, oui. partout, partout, là. Mais sa maison, pas besoin d'être éclairée. Il a juste à prendre ses mains, puis il y a assez d'ampoules sur ses mains pour Exact. éclairer probablement l'autoroute, la 15 à Montréal. Mais non, c'est une autre décision qui sort un petit peu de nulle part, qui apportera probablement rien. Tu sais, on pense au Joey Votto qu'on a amené, le Exact. Aaron Sanchez. Tu sais, c'est des décisions, oui, c'est un ancien des Blue Jays qui a bien fait, était apprécié des partisans. Mais tu sais, ça fait depuis 2022 qu'il n'a pas évolué dans le baseball majeur. Tu sais, c'est pas lui qui va sauver cette formation-là, même si on manque de profondeur dans le corps de lanceur. Donc, Mhm. tu sais, je dis pas que c'est encore un petit peu comme Voto, une décision de PR, mais tu sais, au final, ça n'apportera pas grand-chose. La dernière fois qu'Aaron Sanchez était un lanceur partant efficace du baseball majeur, les Blue Jays gagnaient des matchs en série. C'était en 2016. Ça fait longtemps, hein? Et il n'y avait pas un joueur actuel qui était là. Donc, non, ça prend. John C'est Schneider assez. n'était pas là non plus. Non, il Non. était dans les mineurs, John Schneider, Oui, OK. comme gérant. Toujours sur le sujet d'Alek Manoah, on a un commentaire ici d'Olivier Laverdière qui nous dit: il faudrait reconvertir Manoah en releveur, comme les Yankees l'ont fait avec Mariano Rivera en début de carrière. C'est vrai que le grand Mariano est arrivé comme lanceur partant, ça n'a pas fonctionné. On lui a dit, va en relève, et il est devenu le plus grand closer de l'histoire du baseball majeur. Est-ce que tu penses que Manoah, qui a quand même une bonne rapide, puis il se plaît à dire qu'il a de la vélocité, là, mais est-ce que tu penses que les attributs potentiellement pour devenir un releveur ou juste c'est juste pas un bon lanceur à tes yeux? Ben, tu sais, il l'a déjà été, ça, faut lui donner. Mais je pense pas qu'il ait l'étoffe nécessaire pour être un releveur. Il y a les atouts pour être un partant. Si au niveau mental, il est au bon endroit, si son contrôle est bon, il y a tous les atouts pour être un partant. Mais de là à devenir un releveur, je crois pas que ses lancers ont assez d'étoffe pour qu'il puisse arriver, surtout dans des situations névralgiques, de faire le travail face aux frappeurs. Oui, on l'a vu, il a été capable de donner 2 manches, mais c'était en début de rencontre. C'est une autre chose de le faire à la fin des matchs. Sébastien, on a un commentaire ici de Baba qui nous dit bonjour de France. Ça veut dire qu'encore une fois, au milieu de la nuit, Oui. il nous écoute. Il est 2h19 du matin présentement en France, selon mes calculs exhaustifs. Donc, bonjour et merci de nous écouter à cette heure tardive. Moi, à 2h du matin, je serais définitivement couché. Euh, on a un commentaire ici de Giuliano qui nous parle non seulement de John Schneider, mais qui nous ramène aussi à son staff d'entraîneurs, plus précisément Pete Walker qui est en charge des lanceurs et qui est en charge de crier après les arbitres dès qu'il y a une petite décision qui ne fait pas son bonheur, et de Guillermo Martinez, qui est un nom qu'on ramène pas souvent dans la conversation, mais je suis content que Giuliano l'ait fait parce que depuis 2 ans, les frappeurs ne frappent pas du tout, jusqu'à quel point un Martinez qui est coach des frappeurs doit être imputable des performances des frappeurs.
Oui, puis il faut ajouter le nom de Don Mattingly là-dedans aussi parce qu'il a son mot à dire, s'occupe aussi des frappeurs. Donc, si on y va avec un grand ménage, j'ai l'impression qu'aucun de ces noms-là va demeurer à Toronto, aussi bien faire table rase puis passer à autre chose parce que, tu sais, on ne semble pas avoir la solution à l'intérieur, autant du côté des frappeurs que des lanceurs. Pete Walker, qui était supposé être le plus meilleur entraîneur des lanceurs de tout l'univers, mais qui à part chialer après les officiels, oui, il a amené certains lanceurs à bon port, mais souvent l'année suivante, c'était la catastrophe. N'a pas été en mesure de relever Alek Manoah non plus. Donc, lui non plus ne fait pas partie de la solution. Puis j'ai l'impression qu'ils vont tous sauter un après l'autre. On a Stéphane Thibault ici qui nous dit ça prend plus que le congédiement de Schneider. Oui, il n'est pas l'homme de la situation, mais si tu as les joueurs, le résultat ne va pas faire qu'on passerait d'un club de dernière place à une première place. Schneider est le premier move à faire. Et tant qu'à faire, c'est de décider d'aller de l'avant avec Guerrero, Bichette et Romano, voir ce qu'on pourrait obtenir comme retour et recommencer. C'est un thème qu'on revoit là, à ce point-ci. Tu sais, après l'échec de l'an passé, de voir à quel point le club n'a pas répondu, après que les dirigeants n'aient pas répondu en disant ben écoute, l'aide va venir de l'interne. Ouais, c'est un gros pari de dire l'aide va revenir sur l'interne quand tu as comme 4 gros joueurs qui n'ont pas performé durant l'année. Pour l'instant, dis-moi si je me trompe, le seul qui s'est vraiment relevé, c'est Dalton Varsho, là, parce que sinon, Kirk, c'est pas mieux. George Springer, c'est pas mieux. Vladimir Guerrero Jr. non plus, c'est pas mieux. Là. Il y a juste Varsho qui s'est relevé des 4. Oui, exactement. Il y a Varsho qui s'est relevé, puis Danny Jensen qui a continué sur sa lancée de l'an dernier. Mais sinon, là, c'est très difficile. Puis c'est vraiment triste qu'on voit à Toronto parce que c'était une équipe qui était en progression. Il y a eu une saison où est-ce qu'on s'est fait éliminer au dernier match de la saison. L'année suivante, on se rend au premier tour. Là, je pense que c'était la déconfiture contre les Mariners. Ensuite, Exact. on se rend encore au premier tour. Ça a été décevant de se faire éliminer, mais au moins tu te dis, on n'a pas régressé. Donc, on peut bâtir autour de cette équipe-là. On est encore près de notre objectif d'aller un petit peu plus loin. On peut continuer à construire autour de ça puis passer au prochain niveau. Mais là, le prochain niveau, il est en dessous. Là, on est en train de régresser puis on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On ne voit pas comment on peut s'en sortir avec les éléments qui sont en place. On a ici Stéphane qui nous mentionne Sanchez pourrait pas être pire que Mesa et Swanson. Euh, c'est Moi, je sûr que pense qu'il bon, peut il y a être pire. des contrats qui sont- c'est sûr qu'il y a des contrats là, qui les empêchent probablement là, d'aller dans les ligues mineures. Mais c'est 2 cas qui sont intéressants parce que Mesa, c'était un des lanceurs les plus fiables l'an passé dans l'ombre parce que c'est pas un gars qui est exubérant, mais un des bons lanceurs gauchers du baseball majeur qui lançait en relève. Swanson avait été une superbe acquisition aussi. Là. C'était un lanceur idéal pour la 8e manche. En ce moment, les deux, ils ont vraiment, vraiment perdu le nord. Puis ça aussi, c'est un aspect qui est quand même étonnant parce que on dirait que je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais tu sais, durant l'hiver, on a beaucoup parlé de Ah, Otani va-tu venir, puis il va-tu avoir un 5e partant. Puis l'aspect qu'on parlait pas, c'était les releveurs. On dirait qu'on avait pris pour acquis. Ça va être le même bullpen, sauf Jordan Hicks qui s'en va, mais c'est pas grave parce qu'il n'était pas là en début de saison. À l'interne, on va pouvoir combler. Il y a des gars dans les mineurs, ce ne sera pas un problème. Et là, je n'ai pas vérifié dans les derniers jours, mais j'avais fait un texte sur le passionmlb.com en début de semaine en mentionnant que c'était la pire moyenne de points mérités pour un comité de releveurs du baseball majeur, 30e sur 30e. Ça aussi, là, ça doit être vraiment une surprise de dire hey, on n'avait pas sur notre carte de bingo une régression comme ça de la part de l'enclos. Non, c'est assez surprenant. Dans le cas de Swanson, est-ce que ces événements dans sa vie personnelle l'affectent présentement? On sait que ça Ouais, ça se n'a peut. pas été ça a pas été facile au niveau familial. Donc, peut-être que présentement, c'est un petit peu ça qui le sort de sa zone de confort, de sa zone où est-ce qu'il est habitué de performer. Dans le cas de Mesa, c'est vraiment plus surprenant. Ça sort un petit peu de nulle part. Comme tu l'as mentionné, c'était un joueur qui était solide, qui était stable. On pouvait compter sur lui, mais là, c'est vraiment pas le cas. Ce qui était la force des Blue Jays l'an dernier est devenu une faiblesse. Puis le reste de l'équipe ne s'est pas nécessairement amélioré. Donc, c'est ce qui fait qu'on est plus faible cette année. J'ai hâte de voir si ces releveurs-là vont se lever, mais c'est tellement volatile, la relève, là, ça peut passer Ouais. d'une force à une faiblesse en le temps de le dire, donc on verra ce que ça donnera. Euh, Aussi, un petit peu plus tôt cette semaine, j'avais écrit un article en tirant le constat que il y avait 17 joueurs de l'édition actuelle qui deviendront agents libres, soit cette année ou l'an prochain. C'est quand même un chiffre qui est très, très gros sur un roster de 26 gars dans le baseball majeur. Évidemment, il y avait 1 ou 2 blessés là-dedans, mais on s'entend, là, c'est plus que la moitié là, qui vont devenir agents libres dans les 2 prochaines saisons.
C'est ce qui pourrait inciter aussi les Blue Jays à penser à un ménage parce que si il y en a le trois quarts à qui tu parles et qui disent ouais, moi, ça ne m'intéresse pas de re-signer, ben, tu ne peux pas reconstruire ton équipe et rester compétitif au complet comme ça en te revirant sur un dizaine quand tu es un marché canadien en plus. C'est peut-être possible si tu es Los Angeles ou si tu es New York, mais dans un marché qui est pas Los Angeles ou New York, justement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à dire. Donc, peut-être dans cette optique-là que Juliano nous dit j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais l'échange de Vlad pourrait nous amener de quoi de bon d'après vous. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas la meilleure des saisons, mais tu mets Vlad sur le marché, puis il y a des équipes qui vont se dire tu sais quoi, je suis capable de le ramener à ce qu'il était en 2021. Il est là pour les séries 2024, pour les séries 2025. Si on extrapole là, sur ce scénario-là, que tu l'échanges dans les prochains mois. Puis il y a plusieurs équipes qui seraient dans le coup. Moi, je pense qu'il y aurait un effet de surenchère si tu le places comme il faut sur le marché. Là. Pas juste si tu jases à une équipe dans le secret et que tu l'échanges sans trop en parler, mais s'il est officiellement disponible, ce que je ne suis pas sûr qu'il va être le cas, ben, je pense que oui, tu peux avoir un certain retour quand même. Certainement. Puis c'est la même chose pour Bobby Bichette. Ces deux joueurs-là, et l'équipe qui va aller les chercher, le ou les chercher, c'est une équipe qui va aspirer aux séries éliminatoires puis peut-être à la série mondiale. Donc, vont arriver dans un environnement où probablement vont être protégés dans l'alignement de frappeurs. Donc, la pression ne sera pas nécessairement directement sur eux. Vont avoir déjà d'autres joueurs qui vont être présents, qui vont prendre cette pression-là. Donc, ils pourraient relancer leur saison, leur carrière de cette façon-là. Puis oui, on va avoir un gros retour malgré le mauvais début de saison de ces deux joueurs-là. Puis c'est ça qui nous amène à prendre des décisions qui vont être peut-être plus hâtives que prévu. Tu mentionnais les 17 joueurs qui vont devenir joueurs autonomes. S'ils sont pour devenir libres comme l'air dans un an et demi, aussi bien les échanger cette saison, avoir le maximum de retour pour leur service. Puis en plus, bien, tu devances ta reconstruction d'un an en y allant de la sorte. Donc, tu sais, peut-être que les décisions de l'état-major des Blue Jays vont venir plus rapidement. En parlant justement de transactions qui pourraient impliquer Vlad Guerrero, il y a Stéphane qui nous dit Guerrero à Houston pour remplacer Abreu, qui était, si je ne me trompe pas, une suggestion aussi de Jim Bowden, là, qui travaille pour le compte de The Athletic, qui est un ancien gérant directeur gérant en fait, du baseball majeur. On suggère là, du côté de Stéphane un jeune prospect comme Joey Loperfido, de qui on a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, qui a fait ses débuts dans le baseball majeur aussi récemment. Et d'un autre prospect comme Jacob Melton. C'est vrai que Houston pourrait être une destination. Ceci étant dit, s'il y a une équipe plus décevante que les Blue Jays dans l'américaine, c'est les Astros de Houston. Eux, je pense qu'ils vont peut-être plus devoir songer à échanger Justin Verlander que d'aller chercher un Guerrero. Mais en même temps, s'ils pensent que c'est juste un blip, peut-être que durant l'hiver, pour aller le rechercher à sa dernière année de contrôle ou quelque chose comme ça. Mais ça va être une destination à garder en tête parce que si Guerrero est disponible, il y a des clubs qui vont s'essayer, ne serait-ce que pour se dire, je suis peut-être capable de se faire signer une prolongation de contrat. Là. Oui, c'est sûr. Dans le cas des Astros, par contre, si on abandonne cette année, comme ça semble être le cas, là, ça ne va pas très bien. On a Alec Bregman qu'on Ouais. risque de perdre également. Donc, est-ce que l'an prochain, on va avoir un club qu'avec Vladimir Guerrero va aspirer aux grands honneurs? Je ne crois pas non plus. Donc, est-ce qu'on va se tourner vers cette avenue-là? Je ne suis pas vraiment sûr que Vladimir pourra atterrir à Houston. Je vois plus des équipes qui voudraient gagner dès cette année et probablement l'an prochain. On a Juliano ici qui nous mentionne qu'on s'ennuie d'Alex Antopoulos. C'est sûr que quand tu regardes la façon dont les Braves sont dirigés, pas exactement le même show. Là. Antopoulos qui n'a pas manqué les séries depuis 2015 d'ailleurs, parce que les 2 années entre Toronto et Atlanta, il a été faire ses classes du côté de l'école des Dodgers, donc qui ont fait les séries évidemment ces années-là en 2016-2017. Donc non, c'est un beau produit local que ce Alex Antopoulos. Mais il n'était pas assez bon pour Toronto. Non, ben non, il fallait mettre Ross. C'est ça. Euh, Baba qui nous mentionne, je pensais vraiment qu'il allait progresser dans le temps. Les lanceurs releveurs sont pas au top. On voit une équipe qui est dans le doute, puis je pense qu'il a mis le doigt sur le bobo en ce moment-là. Il n'y a pas de confiance. On n'est pas content de célébrer les circuits. On n'a pas confiance que un retard de 2 points en 7e manche peut être surmontable. Donc, non, c'est assez difficile à ce moment-là. Et terminons ce bloc sur les Blue Jays avec un commentaire, Sébastien. Je suis persuadé que ça va te tirer un petit rictus. Commentaire de mon père qui nous mentionne que Tim Meza était meilleur comme bad boy au début du camp. Il ne l'est pour le faire présentement. Excellent. Il n'y a rien à ajouter à ça. Non, c'est ça. Vite fait, il y a Baba aussi qui nous mentionne que c'est dommage d'avoir laissé partir un gars comme Matt Chapman, qui n'a pas un bon début de saison à San Francisco, mais tous les clients de Scott Boras qui ont signé en retard, tiens, n'ont pas Ah, d'un
début de saison. Hey, Sébastien, je vais Surprise. craquer un petit peu sur Scott Boras, je pense que tu vas aimer ça. C'est quasiment comme si ça prenait un camp d'entraînement dans la vie, hein? Je sais pas, hein? Je sais pas pourquoi ils ont mis un camp d'entraînement avant la saison. C'était probablement juste pour qu'on fasse quelques matchs au soleil, là, juste pour se détendre un petit peu. Là. Ça doit avoir aucun impact sur la saison. Non, pas du tout. C'est une raison pour aller chiller en Arizona puis en Floride. Oui, c'est ça. Euh, Sur ce, allons-y avec notre bloc ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs dans le baseball majeur, Sébastien, on a eu une nouvelle qu'on n'a pas l'habitude de voir au début du mois de mai. D'habitude, les grosses transactions se font au début du camp ou durant la saison morte. Des fois au milieu du camp, mais dès qu'on approche vers la fin du camp, c'est rare qu'on voit des grosses transactions d'envergure. Mais tu connais les Padres de San Diego. Eux, les conventions, ils les prennent, ils les sacent aux poubelles. À la fin du camp, ils ont été chercher Dylan Cease, une décision qui s'avère excellente. Là. Il y a un Mhm. excellent début de saison chez les Padres de San Diego. Et là, au début du mois de mai, on se dit, ben écoute, on va aller chercher le double champion frappeur dans l'américaine, dans la nationale des 2 dernières années. Luis Arraez et son énorme moyenne boostée aux stéroïdes qui se débarque chez les Padres de San Diego contre des prospects ou des suspects ou peu importe comment tu voudras bien les amener, mais pas rien qui va aider les Marlins de Miami à gagner cette saison. Deux choses. Un, de toute façon, c'est pas grave parce que les Marlins, ils l'ont dit, on fera pas les séries cette année. C'est pas parce qu'on est au début du mois de mai qu'on peut pas tenir de tels propos. Mais deux, les Padres qui sont dans l'action et encore une fois, AJ Preller, qui est un peu le Jerry Dipoto de la nationale, lui, il n'a pas peur de rien. Il a peur de rien. S'il veut faire une transaction, il s'en fout de la date puis il s'en fout du marché. Il va mettre le prix puis il va aller le chercher. Personne qui va l'arrêter, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment spécial ce qui se passe à San Diego. On échange Juan Soto, on va chercher Dylan Cease, on va chercher Luis Arraez. On bouge cet alignement-là selon nos besoins, puis on n'a vraiment pas peur de bouger. La transaction Juan Soto qui, pour le moment, ne paye pas, mais les transactions de Dylan Cease et Luis Arraez, Luis Arraez, ça vient de se produire, mais on le sait que ça va payer. Arraez, qui est un frappeur tellement régulier, un ancien champion frappeur, il se rend sur les sentiers à un rythme fou. Là. Tu le sais que ton premier frappeur va être sur les sentiers au moins 2 fois dans le match. Donc, ça va changer cet alignement de frappeurs-là. Tu amènes de la vitesse. C'est pas le plus rapide, mais il court bien les sentiers. Puis tu amènes des présences sur les buts pour les autres cogneurs qui suivent. C'est sûr et certain que cet alignement-là est meilleur en ce moment. De l'autre côté du spectre, les Marlins de Miami. Eux, là, dans le fond, je te résume les Marlins, tu me diras si j'oublie quelque chose, OK? Ils ont engagé il y a quelques années Kim Ng, qui a été excellente comme directrice générale des Marlins. La preuve, c'est qu'elle a réussi à les amener en série, ce que personne n'avait jamais réussi à faire, ou à peu près, dans le cadre d'une saison complète. Les 2 autres fois, le club avait gagné la série mondiale. C'est pas compliqué. Ça faisait plus de 20 ans, ça faisait 20 ans, en fait, à ce moment-là, que le club n'avait pas fait les séries, excluant la petite saison 2020. On engage Skip Shoemaker. On va chercher certains joueurs. C'est quasiment comme si d'aller chercher des joueurs avait aidé cette équipe-là. Sébastien, tu seras curieux d'apprendre ça parce que le club avait fait les séries, ça s'était bien passé. OK, après, rendu contre Philadelphie, ils ont réalisé qu'il n'était pas de taille, mais quand même, c'était une progression vers le haut qui était intéressante pour Miami. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Kim Ng, on dit, ben écoute, on aimerait ça mettre un président au-dessus de ta tête parce qu'on ne te fait pas confiance. Fait qu'elle, elle l'a mal pris avec raison. Elle est partie. Skip Shoemaker, ça l'a insulté. Il a renégocié son contrat pour pouvoir partir à la fin de l'année. Le club a laissé partir plein de gars, mais ils se sont dit, écoute, c'est pas grave, on va signer Tim Anderson. L'an passé, il a été super poche. Fait que cette année, il va sûrement être super bon. Finalement, surprise, il est super poche. Et là, tu as un alignement de tout croche avec aucune vision. Et puis là, tu as le président DG, parce que oui, on a engagé un président DG, ce qu'on n'était pas prêt à donner comme poste à Kim Ng, qui dit ouais, ben écoute, ouais, on fera pas les séries cette année, puis probablement qu'il y a d'autres gars qui vont être échangés. C'est triste ce qui se passe à Miami, là. C'est très, très triste parce qu'on était excessivement bien parti dans une division où ça n'allait pas être facile, évidemment, mais ça ne changera pas dans les prochaines années. Là. Attendez-vous pas à ce que les divisions bougent nécessairement s'il n'y a pas d'expansion. Là. Fait que, les Marlins vont être pognés de toute façon dans cette division-là. Fait que, essaye de continuer sur ton chemin, puis mets un petit peu d'argent, même si tu n'as pas beaucoup de gens dans les estrades. Là.
Ouais, c'est tellement triste qu'il n'y a plus un chat dans les estrades, justement, à Miami. Il n'y a plus rien qui se passe dans cette organisation-là. Puis, tu sais, tu as dit que Kim Ng était excellente. Le mot est faible, là. Elle a fait un travail extraordinaire pour remettre cette équipe-là sur les rails. On avait accéléré cette reconstruction qui s'était amorcée depuis les années 2000, on peut dire. Là. C'était une 2003, là. éternelle. Oui, c'est ça. C'était une éternelle Depuis que reconstruction. Miguel Cabrera a été échangé, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Giancarlo Stanton, Christian Yelich, et cetera, là. Ouais, ouais. Donc, c'était une éternelle reconstruction. Puis là, on a comme pris le prochain niveau à Miami. Puis tout de suite, l'année suivante, ben là, on s'est dit, il faut revenir dans nos pantoufles, là, ça va trop vite. Fait qu'on va faire des Ouais. changements. Puis on va faire des mauvais changements en plus de tout ça. Donc, non, ça va pas bien. Puis même la transaction de Luis Arraez, où encore, je reviens avec cette phrase-là, où est l'urgence? On n'a même pas attendu quelques mois avant de voir ce qui va se Mhm. passer. C'est sûr que le risque qu'Arès se blesse, mais je pense qu'on aurait pu aller chercher beaucoup plus en attendant quelques semaines, voire mois. Oui, on est allé Mhm. chercher 4 prospects, mais il y en a 2 qui sont dans le top 10, mais encore là, on est allé avec la quantité au lieu de la qualité. Puis peut-être qu'aucun de ces joueurs-là vont jouer dans le baseball majeur. Denis qui nous dit j'irai pas moi non plus à Miami, c'est assez triste. Et puis de l'autre côté, il y a Baba qui nous dit les Padres ont fait un superbe coup. Mentionnons aussi que les Marlins, pour la saison 2024, ont accepté de payer l'entièreté du salaire de Luis Arraez, sauf le salaire minimum parce que c'est requis de payer au moins le salaire minimum pour un gars qui est sur ton alignement. Donc, non, ça a été une surprise de voir tu sais, on savait qu'il y avait des tractations, on savait que ça avait jasé durant l'hiver, mais si ça avait à se faire, je m'attendais à ce que ça se fasse à la date limite des transactions, là, pas rendu au début du mois de mai. Tant mieux pour les Padres de San Diego qui, à défaut d'avoir toujours nécessairement du succès à chaque année, ont compris comment être divertissant, puis ont compris comment attirer l'attention, même si c'était dans un petit marché, puis même si ton propriétaire, qui est malheureusement décédé dans les derniers mois, c'est lui qui avait la vision de mettre beaucoup d'argent pour essayer de rendre les Padres intéressants et importants au niveau du baseball majeur. Évidemment, on ne pouvait plus jouer avec les mêmes moyens, là, ce qui explique la transaction Juan Soto. Mais on va trouver une façon d'aller chercher un Arraez à petit prix. On va trouver une façon d'aller chercher Dylan Cease qui ne gagne pas une fortune non plus. Donc, non, c'est assez intéressant là, ce qu'on réussit à faire du côté des Padres de San Diego. Puis pendant ce Euh, temps-là, je sais que le bloc sur les Blue Jays est terminé, mais pendant ce temps-là, oui. les Blue Jays de Toronto avaient la chance de mettre la main sur Luis Arraez, Mhm. qui, dans le haut de cet alignement-là, pourrait changer la dynamique des frappeurs des Jays. Puis le prix n'était pas astronomique. On aurait pu donner quelques prospects, Addison Barger, Adam Macko. On aurait pu en donner d'autres, peut-être même plus que les Padres, puis on ne se serait pas déculotté, puis on aurait amélioré notre alignement de frappeurs. Mais comme depuis la fin de la dernière campagne, ben, on dort au gaz. Petit commentaire, on vient de parler des Marlins. Olivier qui nous dit une chance que les Marlins ont un stade moderne parce que s'il était similaire à celui des Rays, l'avenir de l'équipe à Miami, oui, aurait pu être en péril. C'est vrai à ce niveau-là là, parce que les Marlins, là, on dirait que s'ils étaient dans la condition des Rays, probablement qu'ils vivraient sur du temps emprunté et qu'il y aurait des rumeurs qui les enverraient à Nashville ou n'importe où, à Montréal, dans toutes les destinations possibles et imaginables là, qu'on peut trouver dans l'Est des États-Unis ou du Canada. Et Baba qui est d'accord avec toi qu'il aurait pu faire du bien aux Blue Jays, un gars comme Luis Arraez. Sébastien, juste avant qu'on fasse ce petit accro-là, j'avais l'intention de te lancer sur Paul Skeens et ça tombe bien parce que Mathieu a justement une question. Donc, au lieu de poser la mienne, je vais poser celle de Mathieu. Je vais sous-traiter ma question. À quel lanceur de la Ligue ressemblerait le plus le lanceur Skeens des Pirates? Skeens qui a été rappelé par les Pirates ou qui sera rappelé officiellement, mais l'annonce a été faite. C'est samedi contre les Cubs de Chicago, un match présenté à 16h du côté de Pittsburgh, que le grand lanceur va faire ses débuts. On dit que c'est le meilleur espoir sur le monticule, depuis probablement Garrett Cole ou Steven Strasburg, ce qui est quand même pas mince. Là. C'est un talent qu'on ne voit pas souvent. Là. C'est peut-être le meilleur talent de sa génération ou du moins de la décennie qui s'en vient comme ça puis qui va faire ses débuts à Pittsburgh samedi. Parle-moi un peu de ce lanceur-là. Ben, tu as nommé les deux joueurs. Tu as dit c'est le meilleur espoir depuis ces deux joueurs-là. Puis il est très comparable à ces deux lanceurs-là, Garrett Cole, Steven Strasburg. Une balle rapide explosive, très bon contrôle. Il est en plein contrôle
son arsenal de lancer quand il embarque sur la butte. On l'a vu dans son départ face à Alek Manoah dans les mineurs. Il est vraiment dominant. Là, c'est sûr que là, il prend un autre niveau. Il va falloir être patient. Peut-être qu'il va avoir quelques mauvais départs. On l'a vu avec Jackson Holliday. C'est pas la même chose, un joueur de position, un lanceur, mais ça se peut que ça soit peut-être difficile par moment. Mais s'il amène le même stuff dans les majeurs, bien, il va devenir dominant très rapidement à ce niveau-là. On a une question justement sur Skeens. Je vais te la soumettre de la part de Giuliano qui nous dit: Les gars, j'ai besoin de vous. Dans mon fantasy, je dois bencher Skeens contre les Cubs ou Little contre les Yankees. Vite de même, moi, je pense pas que je bencherais Skeens dans ses débuts dans le baseball majeur. J'ai l'impression que ça va être une performance dont on va se rappeler. Là, je te dis pas qu'il va avoir 18 retraits au bâton, mais il y a le potentiel peut-être d'y arriver là, un jour. Mais je pense pas que je prendrais la chance de bencher un gars comme Skeens à ses débuts. Je sais pas toi, Sébastien. Entièrement d'accord. Puis surtout avec le fait qu'on peut bencher Little contre les Yankees qui vont bien par les temps qui courent. Aaron Judge qui est en train de prendre son air d'aller, a frappé quelques longues balles cette semaine. Vraiment, là, il y a des bons élans. On sent qu'on retrouve le Aaron Judge. Donc, je vais garder Paul Skeens sur la butte dans mon fantasy, c'est sûr et certain. Sébastien, depuis tantôt, je vois beaucoup de questions qui ne concernent pas nécessairement Arraez ou Skeens ou les Blue Jays. Donc, allons-y avec la période de questions. Elle sera très fructueuse, je pense. On a une question ici de Frank qui nous dit: Êtes-vous surpris que Philadelphie ait une meilleure fiche que les Braves? Moi, j'ai pris les Phillies pour gagner la Série mondiale cette année, mais je les ai quand même pris comme meilleur deuxième dans cette division-là parce que je m'attends à ce que les Braves gagnent la saison régulière et que les Phillies profitent peut-être du fait que les Braves ont un trop long congé pour passer puis prendre leur élan au bon moment. Donc, même si j'ai Philadelphie comme champion de la Série mondiale, moi, ma réponse, c'est oui. Je suis surpris que Philadelphie ait une meilleure fiche que les Braves. Ceci étant dit, Sébastien, en ce moment, de la façon dont ils jouent, là, c'est une machine de baseball. La rotation est exceptionnelle du côté de Philadelphie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon que ça. Un gars comme Ranger Suarez, là, s'il continue comme ça, il va avoir des votes de Cy Young. Je te l'annonce, là, j'avais pas ça sur ma carte de bingo pour 2024. Il est encore tôt, évidemment, là, mais j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Non, moi non plus. Puis il ne sera pas le seul à avoir des votes. Zach Wheeler, qui est extraordinaire depuis le début de Ouais, la ouais. saison, lui aussi. Ben oui. On Ben a oui. un top 3 là, qui est tellement solide. Imaginez ce top 3-là dans les séries éliminatoires avec une journée de congé à quelque part là, où est-ce qu'on peut les ramener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, Ouais. ça serait quasiment imbattable pour les Phillies. Ça faisait plus d'un an que les Braves étaient en tête de la division Est. Donc oui, c'est surprenant de voir les Phillies qui sont tout simplement en feu, mais on a l'expérience, on le sait, on a les frappeurs pour répondre. Mais là, s'il faut que les lanceurs dans la rotation partante et dans la relève fassent le travail, mais là, on va devenir très difficile à battre. Question qu'on a depuis un bon moment déjà sur les Cardinals et j'avais hâte de te la soumettre, Sébastien, parce que c'est curieux ce qui se passe à Saint-Louis. Tu sais, on se disait que l'an passé, c'était une erreur de parcours. Cette année, on réalise que, ouais, peut-être pas tant que ça, finalement. Tu sais, peut-être que c'est juste une Ouais. équipe qui n'est pas super bien construite. J'aimais pas la job de patchage qui a été faite dans la rotation. Oui, son Negri était un bel ajout, mais sinon, on t'amène des Lance Lynn et des lanceurs de cette trempe-là. J'étais pas le plus grand fan. Donc, la question d'Olivier, c'est avec le début décevant des Cards, l'organisation devrait-elle songer à entamer un processus de reconstruction? Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelques beaux jeunes là-bas. Walker qui a de la difficulté à s'établir. Il y a Win à l'arrêt-court qui est excellent. Mais tu sais, est-ce que ça vaut la peine justement de penser à échanger un Goldschmidt, d'échanger un Arenado pour essayer d'aller chercher un bon retour puis de pousser des jeunes que tu pourrais aller chercher qui sont dans le 2A, dans le 3A, puis qu'en 2024 ou 2025 s'en viennent puis ont un impact? C'est une solution à tes yeux dans cette division-là ou pas nécessairement encore? Mais d'après moi, on va attendre jusqu'au mois de juillet au moins pour voir parce que cette division-là risque d'être encore prenable à ce moment-là. Mais je suis très déçu par la performance des Cards. Moi, je les avais mis en tête. Je pensais justement, comme tu l'as mentionné, que c'était une erreur de parcours, qu'on allait se relever, que Nolan Arenado allait se lever dans ce vestiaire-là. Mais ce n'est pas le cas. On a des problèmes. Tu as parlé de Sonny Grace. C'est une belle acquisition. Il fait le travail jusqu'à maintenant, mais ça prenait plus que ça. Il nous manque plusieurs éléments dans cet alignement-là. On a perdu Tyler O'Neill qui
là, présentement, est tout feu, tout flamme avec les Red Sox. Donc, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne à Saint-Louis, puis peut-être que justement, une reconstruction ferait changer le vent de côté. Puis ça ne sera pas, d'après moi, si on y va avec cette avenue-là, ça ne sera pas une longue reconstruction. On ne risque pas d'être plusieurs saisons dans la cave. Mhm. On risque de faire un petit peu un pas de recul pour mieux avancer par la suite parce que ce n'est pas Ouais. dans les habitudes des Cards d'être dans le fond de la cave pendant plusieurs saisons, là. Non, exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais oui, ça doit être un aspect auquel on doit commencer à penser en ce moment. Je me demande jusqu'à quel point Oli Marmol aussi a un siège qui commence à être de plus en plus éjectable. Tu sais, on l'aimait beaucoup, Marmol, puis c'est pour ça qu'on ne l'a pas congédié l'an passé. On pense que c'est un jeune qui peut vraiment bien progresser à titre de gérant. Mais en même temps, je ne serais pas étonné que si tu as un Yadier Molina qui pousse et qui dit moi j'aimerais ça gérer ce club-là, je pense pas que tu peux y refuser non plus. Non, puis j'ai jamais vraiment aimé Marmol. On dirait que dès son arrivée, lui, il se pensait déjà arrivé. Argumentait avec les officiels comme si ça faisait 20 ans qu'il était dans le baseball majeur, puis il se l'est déjà fait dire par des arbitres. Tu sais, t'es qui, toi, là? Tu sais, Mhm. fais tes classes, puis après ça, on pourra jaser. Donc, un petit peu une attitude arrogante qui ne va pas très bien avec l'organisation. Donc, j'ai été un petit peu surpris qu'on le conserve dans ce rôle-là. Mais comme tu l'as mentionné, si un Yadier Molina qui pousse, mais on n'a pas le choix de lui donner ce rôle-là. Il a tellement manifesté de leadership durant sa carrière qu'on le sait qu'il va avoir ce même leadership-là dans l'abri des Cards. C'est peut-être un hasard, ce l'est peut-être pas, mais depuis que Yadier Molina est plus dans l'entourage des Cards, ça tient plus. Donc, Ouais. écoute, il y a peut-être plus que ça, mais moi, je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, tu peux le ramener sur une base vraiment, vraiment régulière parce que je sais qu'il est affilié à l'équipe cette année. Mais si tu le ramènes comme gérant, je pense que ça peut régler des problèmes. Euh, Question de Jean-François Roy. Est-ce que le projet de nouveau stade pour les White Sox au centre-ville est sérieux? J'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression que ça va être long. Les White Sox, là, je pense que Jerry Reinsdorf, là, il va essayer de faire niaiser ça. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a déjà eu aussi des, des, des espèces de menaces non officielles. D'équité, oui. On va déménager à Nashville Ouais. si jamais ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas les White Sox déménager à Nashville. Je pense que ça va être compliqué, mais je pense qu'ils vont se construire un stade au centre-ville. Là. Je ne sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Je suis exactement à la même place. Tu sais, c'est un petit peu du niaisage, là. Tu sais, des petites menaces à peine voilées qui mèneront à rien. Ça va finir par se réaliser, ce projet-là. Puis, tu sais, si on a éventuellement une équipe à Nashville, ben, ça sera par une expansion. Ça ne sera pas un déménagement. Peut-être un déménagement, mais pas en provenance de Chicago. On a des questions ici qui concernent Eli de la Cruz avec les Reds. Je le prendrais pour avoir une équipe de vitesse sur les buts. Ça prendrait un genre de joueur comme ça à Toronto. C'est un bon point. Je pense que ça prendrait ce genre de joueur-là un peu partout. Il n'y en a pas Stéphane, beaucoup de ce genre-là, là. Stéphane qui avait répondu espérer sortir de la cruise de Cincinnati, aussi bien prendre une 6,49, tu as plus de chances de gagner. Tu sais, bon, on s'entend, Eli de la Cruz n'est pas échangé, là, on s'entend tous là-dessus, mais parlons-en justement là, de ce phénomène-là. Pas nécessairement la plus grande des saisons au bâton depuis le début de la saison, mais quand il est sur les sentiers, 21 buts volés au moment où on enregistre. Il n'y a personne qui en a plus que 14, sinon dans le baseball majeur, juste pour remettre les choses en perspective. C'est un spécimen. Là. Il vole des buts. Je sais que les règles sont différentes des années 80 avec le nombre de fois que tu peux effectuer des relais au premier coussin et tout, mais il vole des buts à la vitesse des années 80. Ouais, puis c'est même pas une question de relais au premier but. La plupart du temps, il passe sur le premier lancé, il se casse pas la tête, puis il se retrouve au C'est un bon deuxième. point. Puis il C'est un passe bon sur le point. lancer suivant, puis il se retrouve au troisième. Donc, tu sais, lui, les règlements, ça n'a pas changé grand-chose. Non, en Puis effet. tu sais, d'ailleurs, il a rejoint Rick Anderson dans les dernières semaines avec 17 buts volés et 7 circuits dans un mois d'activité dans le baseball majeur. Donc, c'est vraiment un joueur qui est exceptionnel. Puis, s'il continue de la sorte, s'il reste en santé, bien, il pourrait voler jusqu'à 100 buts cette année. Ça fait Mhm. tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Tu sais, dans le baseball d'aujourd'hui, c'est putain la norme, là. On tend à se diriger un petit peu plus vers là avec les Ronald Acuna Jr. qu'on a vu dans les années précédentes. Mais Ouais. c'est quand même un changement de cap là, de voir un joueur de la sorte. On a Simon Holmes, ici, ancien collègue chez Passion MLB, que je salue, qui nous dit, qui nous répondait en fait tantôt au moment de Luis Arraez, mais je voulais garder ce commentaire-là pour la section de questions parce que la suite sur ces Giants de San Francisco est intéressante. Pas nécessaire. Il y a eu une grosse fin de saison morte, les Giants. On a ajouté beaucoup d'éléments
On a ajouté Bob Melvin, qui est un super ajout là, pour cette équipe-là. Je pense pas qu'il était à son mieux à San Diego. Je pense qu'une place comme San Francisco lui sied un petit peu mieux. Mais en ce moment, c'est pas une équipe. Là, comme il dit, il y a un alignement de frappeurs ordinaires présentement du côté de San Francisco. Euh, Parle-moi un petit peu du début de saison de cette équipe-là. Là. Comment tu vois le tout? Est-ce que tu penses que cette équipe-là peut s'améliorer quand Snell, Ray Cobb, ça va revenir au jeu en cours de saison, comme le mentionne Simon? Penses-tu que le meilleur est à venir donc pour les Giants de San Francisco? Ben, j'espère pour eux parce que présentement, c'est difficile. C'est un peu décevant. On s'attendait à un peu mieux. Mais on le sait, c'est vraiment pas une division qui est facile à négocier, là, l'Ouest de la nationale. On parle d'alignement de frappeurs qui est un peu faible. Puis on en a parlé tantôt. Matt Chapman en fait partie. Puis Matt Chapman, comme à son habitude, est parti fort. Puis là, ben, ça va pas très bien. Mais Surprise. surprise, oui. Mais habituellement, il était excellent en défensive, pouvait compenser. Mais cette année, c'est quand même difficile en défensive. Donc, on a des trous dans l'alignement de frappeurs, on a des trous en défensive, mais ça peut se régler dans le sens que ces joueurs-là peuvent mieux jouer. On sait qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils offrent présentement. Puis là, si tu amènes les lanceurs qu'on a mentionnés avec Blake Snell en tête, bien sûr, bien, ça va peut-être stabiliser un petit peu cette équipe-là. Fait que là, juste pour me dire, je trouve que tu as l'air d'un DG des Blue Jays parce que tu mises sur les joueurs à l'interne qui vont s'améliorer. Ouais, mais avoir à choisir entre les Giants et les Blue Jays, je pense que le choix est quand même. Ça dépend des agents libres. Tout le monde refuse d'aller à San Francisco, une Oui, c'est ville qui vrai. était si prisée avant et qui, du jour au lendemain, est devenue laide. On ne sait pas pourquoi. Oui, ouais, c'est ça. Il a dû se passer quelque chose. Mais c'est sûr que si on est dans la course, ben, c'est sûr qu'il va falloir ajouter des choses. Mais pour le Ouais. moment, je ne pense pas que ça soit le temps de peser sur le bouton panique, là. Je suis d'accord avec ta lecture de la situation. Baba qui nous parle de Jackson Holliday et qui nous demande notre avis à ce sujet-là. Trop tôt, j'imagine que c'est trop tôt pour le rappeler la question. Si c'est le cas, ma réponse est oui, parce que il n'a pas encore repris son air d'aller dans le 3A. Je pense vraiment que ça lui a fait mal et qu'il s'est planté pour la première fois de sa vie, probablement au baseball, parce que je pense pas qu'il a déjà eu de léthargie comme ça. Jackson Holliday, c'est un beau talent. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour le rappeler. Deux, je pense qu'il va s'en remettre un jour très, très bien puis qui va devenir le joueur qu'il doit être. Mais trois, Sébastien, je pas ça parce que d'avoir une séquence comme ça où ça va mal, c'est important pour le bagage aussi. Puis c'est le bon temps pour le faire parce que c'était pas grave. Tu as vu, là, regarde, il s'est planté un petit peu à Baltimore sur une dizaine de matchs. Ça n'a pas empêché les Orioles de Baltimore de gagner des matchs. Il frappait 9e. C'était correct donc d'avoir cet apprentissage-là parce que même si le club a des grosses aspirations, ben, tu as Gunnar Anderson, tu as Colton Cowser, puis tu as Adley Rutschman, puis je pourrais nommer tout l'alignement offensif des Orioles de Baltimore. Donc, c'est correct qu'ils se soient plantés puis qu'ils apprennent. Là, le prochain défi, par contre, c'est de se relever, mais j'ai aucun doute qu'il va réussir à le faire. Non, aucun doute. Puis c'est encore mieux qu'il se plante maintenant qu'il se plante dans quelques années. Parce que Ouais. tôt ou tard, c'est sûr que ce serait arrivé. Il n'y a aucun joueur qui l'a eu facile tout au long de sa carrière. C'est impossible. Peu importe le talent que le joueur va avoir des mauvaises séquences. Et là, il a au début de sa carrière, il va pouvoir apprendre de ça, va pouvoir en tirer des leçons, puis revenir plus fort. Puis c'est sûr qu'il va revenir plus fort. Puis présentement, s'il revient cette année, il va revenir dans un contexte qui est encore une fois gagnant, où la pression ne sera pas sur ses épaules. Donc, il va pouvoir tranquillement reprendre son air d'aller. Donc, il y a aucun stress, puis je vais revenir avec cette phrase-là. Il n'y a aucune urgence présentement de ramener Holiday. Donc, on doit le laisser, doit refaire ses classes dans les mineurs et il va revenir tôt ou tard avec les Orioles. On a une question ici de Denis. On a-tu une update pour le retour de Garrett Cole ou c'est trop tôt? Il est encore tôt pour penser à un retour, même ne serait-ce que dans les ligues mineures, parce que ça va lui prendre quelques départs dans les mineurs de réhabilitation pour revenir. Mais depuis quelques semaines, Sébastien, on voit quand même des images de lui qui lance. Dis-moi si je me trompe, mais je pense pas qu'il a encore lancé d'un monticule, mais Oui, en fin de semaine. il En fin de commence. semaine dernière, C'est ça. avant un match, ouais, il a lancé dans l'enclos de relève. Ouais. OK, voilà. Donc, il a commencé à lancer d'un monticule. De ce que je comprends, je pense qu'on est à quelques semaines encore de le voir dans les ligues mineures. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va le voir à New York, là.
Non, exactement, mais pour le moment, ça va bien, puis ça va selon l'échéancier. Donc, il y a pas de recul. On va pas trop vite non plus. On ne veut pas le ramener trop rapidement dans l'alignement pour le reperdre ensuite dans la saison. Mais présentement, il n'y a vraiment pas de souci avec Garrett Cole, là. Il suit, sa réhabilitation suit son cours. Il y a Simon qui nous a mentionné que de perdre un receveur de la trempe de Yadier Molina, ça fait mal là, quand on parlait des Cards de Saint-Louis. Là. Je sais que Simon, qui a eu d'ailleurs Buster Posey pendant plusieurs années, là, peut confirmer l'impact d'un receveur de franchise comme ça. Euh, Stéphane Thibault qui nous mentionne question, peut-on au baseball racheter un contrat d'un joueur avant l'échéance? Springer au prix qui coûte versus le rendement, j'y penserais, car l'échanger, personne ne va en vouloir. De la façon dont ça fonctionne, Stéphane, c'est que c'est pas comme au hockey où tu attends la saison morte, puis là, tu peux racheter aux 2 tiers du prix que tu reportes sur le double des années. C'est vraiment, tu payes le gars, puis c'est tout. Il s'en va. Donc, tu le DFA, donc tu le désignes pour assignation. Il n'y a personne qui le réclame au balotage parce qu'avec un contrat comme ça, si tu l'as libéré, ben c'est parce que personne d'autre va en vouloir non plus parce que tu as déjà essayé de l'échanger. Puis comme tu l'as mentionné, il n'y a personne qui va en vouloir au prix qu'il coûte. Euh, mais je pense pas que les Blue Jays soient rendus là. Les Blue Jays aiment le vétéran qu'il est. Je pense qu'on va essayer bien des choses. Puis si jamais on doit s'en départir, c'est si jamais on décide que ça prend des jeunes puis qu'on décide d'aller dans une autre direction puis qu'il bloque la place de quelqu'un. Mais en attendant, on aime son leadership, on aime son jeu dans le champ droit. C'est encore un excellent voltigeur défensif. Donc, je ne pense pas qu'on soit rendu à cette étape-là, mais la question est bonne quand même parce que c'est parfois tentant là, de se demander comment on peut se départir de certains joueurs. Mais on l'a vu, là, ça se voit à chaque année. Tu sais, prends l'exemple de Albert Pujols là, quand il était avec les Angels à sa dernière année, 10e et dernière année de contrat avec les Angels. Fin d'avril, début du mois de mai, quelque chose comme ça. On l'avait renvoyé à la maison, mais il avait quand même été payé. Et là, il y a une équipe qui peut le signer au salaire minimum. Donc, l'équipe qui l'a libéré à la base paye tout le contrat sauf le salaire minimum. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au baseball. Puis avec le nombre de voltigeurs qu'on a à Toronto, avant que Springer bloque quelqu'un, là, ça va prendre du temps. Ouais, c'est ça. Il ne bloque pas Nathan Lukes. Là. Nathan Lukes, c'est juste pas un joueur du baseball majeur. Il n'y a personne qui bloque Nathan Lukes. Non. Question de Martin. Les Yankees vont-ils faire une transaction quand DJ LeMahieu va revenir au jeu? Si tu peux nous donner d'ailleurs une petite mise à jour là, de DJ LeMahieu qui était revenu il y a quelques semaines, mais trop tôt. Puis curieusement, hey, les médecins ont dit que c'était trop tôt. Il est revenu puis il s'est blessé. Quelle surprise, hein? Les médecins, ils savent ce qu'ils font. Quelle bonne idée de la direction des Yankees de le ramener en panique générale alors que tout allait bien. Mais c'est difficile d'avoir un update sur DJ LeMahieu. On ne le sait pas trop. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Les blessures au pied, c'est souvent un petit peu bizarre, là. Ouais. D'une journée à l'autre, c'est jamais pareil. Fait qu'on n'a aucune idée quand DJ LeMahieu va être en mesure de revenir. Quand il va effectuer son retour, si retour il y a, parce qu'on n'en a aucune idée. Puis on l'a vu, quand il revient et il est blessé, ben il est complètement inutile. C'est pas le DJ LeMahieu des belles années. Il n'est pas capable de mettre de poids sur son pied puis de justement frapper la balle au champ posé. Donc, s'il revient et il est en santé, bien, on a un surplus, bien sûr, de joueurs d'avant-champ. Est-ce qu'on va faire une transaction? Le seul qui pourrait être transigé, c'est Gleyber Torres. Mais quelle valeur il a? Il n'a vraiment pas un bon début de saison, puis il devient joueur autonome. Donc, est-ce qu'il y a une formation qui va prendre un risque avec Gleyber Torres? Je ne suis pas trop sûr. Si on a l'occasion de l'échanger, il faut le faire. Mais est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas sûr. On dirait que Brian Cashman a toujours eu peur d'échanger Gleyber Torres. Je pense qu'il préfère tirer le jus qu'il peut puis d'essayer de voir s'il peut y rester un petit peu de pouvoir de j'affronte les Orioles en 2019 dans le coup de bâton avant de penser à l'échanger. Mais j'ai l'impression qu'il va finir la saison à New York puis qu'il va partir comme agent libre. Là, c'est le sentiment que j'ai. On aurait eu beaucoup plus si on l'avait échangé, justement. Ça fait environ 4 ans qu'il est échangé à toutes les dates limites des transactions puis à toutes les Au saisons mortes. Marlins, souvent, hein? Oui, au Marlins. Là, il n'ira pas aux Marlins. Là. Non, contre un lanceur. Puis là, les Yankees n'ont plus besoin de lanceurs. Ils vont avoir Garrett Cole pour ressortir un vieux cliché de la date limite des transactions. Un lanceur qui revient comme ça, c'est comme une acquisition à date limite. Oui, c'est ça. Ça sera sur leur acquisition. C'est ça que Brian Cashman va dire, je suis sûr et certain, comme à chaque année. On a un joueur qui Persuadé. revient, donc on n'avait pas besoin de bouger. Il va le dire, mais nouveauté des derniers mois, il va se fâcher après un journaliste aussi. Ah oui, ça se peut Il est très rendu bien. bon pour ça, hein? Oui, sa patience est un petit peu amoindrie. Hein? Ouais, c'est quasiment comme Ouais. si d'être DG 25 ans des Yankees, ça faisait en sorte que ta patience était. Ça peut user un peu.
Ouais, c'est ça. Denis qui nous mentionne que Gleyber Torres, c'est un mauvais timing pour avoir une saison difficile comme celle-là à date. Là, difficile Ouais. là, d'être en désaccord avec ces propos-là. Un peu comme Bregman Euh, à Houston. ouais, c'est ça. C'est La ligne quasiment est comme pas s'il fallait que tu ailles. Faut que tu aies une grosse saison avant d'être agent libre. Tu sais, mettons bonne. comme Blake Snell, là, tu sais, puis là, après ça, tu peux signer. Non, excuse, lui, il y a eu Scott Boras. Ben, Euh, faut que tu aies une bonne saison puis que tu n'aies pas Scott Boras comme agent. Là, tu vas être correct. OK, je comprends. C'est pas facile, hein, c'est beaucoup de données à Oui, retenir. oui, oui. Question de Frank ici qui nous dit quel serait votre premier gérant limogé? Son choix, c'est celui des Cards. On en a parlé un petit peu là, de Oliver Marmol, là, qui n'est pas nécessairement le gérant de l'année présentement du côté de Saint-Louis. Mais j'ai l'impression, Sébastien, que ta réponse sera un petit peu plus en lien avec celle de Stéphane qui dit non, non, Schneider avant. Je pense que John Schneider est pas mal le plus hot seat présentement là, du baseball majeur. Je pense pas que ça peut changer s'il y a une série de victoires puis qu'il y a un autre gérant qui a une série de défaites ou quoi que ce soit, mais en ce moment, je pense que les yeux du baseball sont tournés vers Schneider. Ouais, Schneider, pour moi, c'est une question de jours, de semaines. Marmol, c'est une question de semaines, de mois. Donc, j'ai vraiment l'impression que Schneider va être le premier à être limogé. À moins, comme tu le dis, qu'il y ait vraiment un changement drastique de situation à Toronto, mais c'est Ouais. pas ça qu'on voit dans les cartes présentement. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ça a été un gros épisode chargé avec beaucoup, beaucoup de questions. Là, depuis quelques semaines, là, les questions commencent à rentrer à fond, Léon. On aime ça. Merci là, d'interagir avec nous. Là, c'est toujours un bonheur de le faire. Donc, ceux qui ont interagi, évidemment, savent qu'on peut nous trouver sur Facebook, X et YouTube en live les jeudis à 20h. Mais pour les autres, Sébastien, qui ne nous auraient pas écoutés en live et qui veulent nous écouter un petit peu plus tard, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Sur ces mêmes trois plateformes-là, en plus, Mhm. bien sûr, de notre site internet passionmlb.com et de toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Cherchez-nous, c'est sûr qu'on est là. En gros, si vous avez une application de podcast, on est là. Donc, C'est ça. résumons-le en quelques mots. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été là. Là, je vois beaucoup de merci et de bravo, les gars, dans les commentaires. Donc, merci à vous pour l'interaction, encore une fois. Là, c'est très, très, très apprécié. Et nous, ben, là-dessus, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 12. Bonne semaine.